Et bonjour à tous pour ce 125e fois que nous nous retrouvons ici. Enfin, pas forcément ici, vous allez vite voir pourquoi, mais 125e fois que nous nous retrouvons pour une émission des Rendez-vous des Futurs. Cette émission parrainée par Joël de Ronet, créée il y a 10 ans déjà. Vous allez voir, c'est une émission très spéciale parce que je suis pas du tout dans mon cadre habituel. Là, vous le voyez, déjà je suis debout, habituellement je suis assis. Et puis il y a un petit fond sonore. On est ici au Palais des Congrès de Bordeaux. On est dans le cadre d'un événement qui d'année en année s'installe comme un must de la sphère numérique en Aquitaine. Et c'est Matransphonum, un événement assez unique en son genre. Donc c'est une émission qui sera unique aussi en son genre. Vous allez le voir. Merci à Jérôme Garin, merci qui est aux commandes derrière, aux commandes de toutes les caméras. Merci aux coproducteurs habituels de cette émission, l'agence de communication Triple C, JD Carré et Le Cube à ici les Moulineaux. Les règles du jeu, vous les connaissez, elles sont toujours super simples, super habituelles. Vous partagez tout ce que vous voyez, bien évidemment sur les réseaux qui vont bien. Et puis vous pouvez revoir les 124 autres émissions précédentes sur toutes les plateformes, en vidéo mais aussi en audio. Ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment déployer à nouveau. Le podcast, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en podcast. Merci beaucoup. Donc abonnez-vous, bien sûr, comme disent les jeunes ou les youtubeurs, mais suivez-nous. Alors le grand mot-clé du jour sera le mot-clé empreinte. Empreinte parce que là on va parler de la nôtre, on va parler de nos outils, celle de notre génération aussi, une génération peut-être d'enfants gâtés, on va vite le voir en une petite heure. Celle de nos activités, bref, l'empreinte du numérique, elle est énorme et elle n'est pas neutre. Ce mot-clé ici n'est pas neutre. Je lis dans la présentation de la feuille de route Néoterra, dont nous allons parler tout à l'heure avec Mathieu Azoir, conseiller régional en charge notamment du déploiement de la partie numérique de cette feuille de route Néoterra. La Nouvelle-Aquitaine est l'une des régions françaises les plus impactées par le changement climatique. Augmentation des températures de 1,4 degré au cours du XXe siècle, multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Bref, on en parlera tout à l'heure. Et là, je vais retrouver le papa de Matransphonum, Antoine Chottard. Alors vous allez voir que certains d'entre vous se souviendront d'Antoine parce qu'ils l'ont vu sur un plateau que nous avions fait au Cube avec Jérémy Rifkin. Oui, je ne vais pas te faire l'affront de te dire de prendre le micro pour parler. Il y a quelques années avec Jérémy Rifkin, et puis également tu t'étais amusé à faire des petites séquences dans le cadre d'une émission avec Olivier Ezrati. Donc le visage d'Antoine Chottard ne vous est pas inconnu. Antoine, Matransphonum, comment on pourrait en parler en quelques mots? En quelques mots, Matransphonum, l'idée elle était de proposer un forum, pas un salon, mais où on puisse avoir des témoignages des pairs, en fait, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais qu'on puisse comprendre un peu quelles sont les dynamiques, les stratégies de gens qui ont été inspirés pour s'emparer du digital, essayer de faire fonctionner, collaborer, produire autrement en s'appuyant sur le communiquer avec le numérique. Pas en évangélisant, pas en disant qu'on est sur la techno à tout prix, mais en essayant de transmettre ça, de créer des points de contact avec des acteurs qui soient dans le conseil, dans l'offre, dans l'intégration de solutions, et de créer ce point de contact pour une région qui est de plus en plus grande et où connaître l'ensemble des savoir-faire et des compétences, c'est pas chose facile. Donc on essaye aussi de développer ça à travers le forum, mais aussi à travers une plateforme matransphonum.fr. C'est aussi la possibilité de Matransphonum de faire ça sur tout le territoire, mais aussi de faire venir, on a eu l'exemple aujourd'hui, on est à Bordeaux, mais on a eu des gens qui venaient de Limoges, qui venaient de Bidart dans le Pays Basque, des gens qui venaient de Bergerac, il y en avait beaucoup, des gens qui étaient de C'est-à-dire que la Bergerac. région est aussi grande que l'Autriche, c'est ça? C'est exactement ça. Donc l'idée, voilà, elle est de pouvoir transmettre, pas évangéliser, mais transmettre là-dessus, créer des points de connexion et aussi de l'opérationnalité ce jour-là, on l'espère, pour que les gens aient envie d'accélérer dans leur trajectoire numérique, on va dire. Un grand temps de partage. Ce thème, le thème de cette émission qu'on va mener ensemble, numérique et environnement, on accélère, on décélère. Pourquoi ? Alors, pour plusieurs raisons. Et d'une, en effet, le sujet de la sobriété numérique est de plus en plus important. On a de plus en plus de chiffres qui sortent sur l'impact du numérique, en effet, sur le simple fait de recharger nos smartphones, de ne pas vider nos boîtes mail, et que ça finit par représenter beaucoup en termes de consommation énergétique dans le monde. Donc ça, c'est important à un moment donné qu'on soit dans cette capacité aussi à éduquer sur ces sujets-là. Un sujet important que tu l'as évoqué, que la région, dont la région s'empare à travers la feuille de route Néoterra, à la fois, Mathieu Azoir l'évoquera tout à l'heure, c'est sûr, mais à la fois sur la filière numérique, mais aussi sur les usages globaux des gens, aussi des lycéens, etc. Et ce qu'on voulait, c'était pas, on essaie de pas être manichéen sur Matransphonum.
Et donc on sait bien que tout est une diversité de nuances, de blanc au noir, il y a plein de gris entre, et que certes le numérique est un vrai sujet et on doit peut-être un peu se calmer sur certains aspects, il faut peut-être reprendre du bon sens aussi là-dessus. Et en même temps, il ne faut pas tout confondre, dans le numérique il y a beaucoup de choses, et dans le numérique il y a aussi des capacités à rendre peut-être plus performantes des entreprises qui sont déjà sur la gestion de la sobriété, de la ressource ou de collaboration autre. On l'évoquait tout à l'heure, notamment avec les acteurs de l'ESS par exemple, de l'économie sociale et solidaire. Les choses ne sont pas binaires, effectivement. Merci Antoine, on va maintenant rejoindre, ou plutôt recevoir, on va l'appeler, Vincent Courboulet. Vincent Courboulet est enseignant-chercheur à l'Université de La Rochelle, c'est le monsieur... Alors, c'est une appellation dont tu vas s'expliquer parce qu'il ne l'apprécie pas trop. Monsieur Sobriété numérique de l'Université de La Rochelle. Il est l'auteur d'une BD, Le poids du clic, paru dans l'excellente et très recommandable Revue dessinée. Il est également membre du club Green IT, la communauté des acteurs du numérique responsable. Alors Vincent, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Le constat est simple, il est relativement sans appel. Je ne vais pas abrutir tout le monde en assénant un tas de chiffres, déjà parce que les chiffres sont tous en ligne, et puis parce qu'en général, dès qu'on dit des chiffres, ça déchaîne un flot de trolls, et ça dépense beaucoup d'énergie, donc c'est pas totalement... voilà, enfin, on a autre chose à faire. Cela dit, il y a quand même quelques chiffres clés, juste pour resituer un tout petit peu le débat. Exemple, l'énergie utilisée rien que pour regarder les vidéos en ligne représente 1% des gaz à effet de serre. Une simple data en moyenne fait 15 000 km avant d'arriver à bon port. Qu'est-ce qu'on pourrait dire juste si par exemple vous aviez un chiffre là à sortir, un chiffre massu? Je vais changer un peu l'optique de parler de l'impact. Je vais plutôt parler des 3/4. Voilà, 3/4 des déchets du numérique se retrouvent aux mains des mafias et se retrouvent hors des circuits classiques de traitement. Donc ça, c'est un chiffre d'Interpol. Donc voilà, c'est juste pour indiquer qu'il y a des impacts depuis l'extraction des matières premières jusqu'au recyclage, en passant par les usages. Donc c'est vraiment des impacts sur tout le cycle de vie du numérique. Et les impacts, ils sont évidemment écologiques, donc c'est pas bien pour la planète, mais ils sont aussi sociaux, ils sont aussi géopolitiques finalement. Absolument. Là, je pense au Congo notamment. La République démocratique du Congo, qui est un des endroits du pays, de la planète où on extrait énormément de minéraux de sang, qu'on appelle des tantal, or, tungstène, cobalt, qui pour la plupart sont extraits dans des conditions indignes. L'UNESCO, il y a quelques années, chiffrait à 40 000 enfants le nombre de 40 000 enfants qui travaillaient dans des mines pour extraire ces matériaux qu'on retrouve dans nos smartphones ou dans nos numériques. Et là, évidemment, ça veut dire également découverte de nouvelles sources de minerais, ça veut dire population déplacée, ça veut dire métropole en République démocratique du Congo qui deviennent de plus en plus intenables, ça veut dire guerre civile, etc., etc. Effondrement de la biodiversité, j'en passe et des meilleurs, absolument. Voilà, bon, ça c'était juste pour le constat plutôt sympathique. Oui. Vous n'êtes pas très à l'aise avec le thème sobriété numérique, pourquoi? Alors, c'est pas que je suis pas à l'aise, mais la sobriété numérique n'est qu'une solution parmi un panel de solutions. La question on accélère, on décélère, elle est effectivement très binaire. Vous l'avez dit très bien pour commencer le débat. C'est comme si on demandait à une ambulance de freiner alors que c'est en moteur thermique. Voilà, une voiture peut-être à un moment donné doit avoir de l'éco-conduite, mais si c'est une ambulance qui est là pour sauver des vies, il faut qu'elle accélère justement. Donc la situation est loin d'être binaire, d'être manichéenne. Donc il y a certains endroits où on doit accélérer les mutations numériques. Et d'autres endroits où on doit les diminuer, les usages de loisirs, le déploiement du 4K, 8K, enfin de l'explosion de la résolution des vidéos peut poser problème. Tout à l'heure, j'entendais la présentation de la société qui s'occupe un petit peu de déployer du houblon. Voilà. Je trouve ça vachement intéressant. C'était le Open, ouais. C'était le numérique sert aussi à partager du matériel agricole et éviter finalement l'achat, qui est l'acte aujourd'hui un des plus impactants. Donc le numérique est à la fois problème et à la fois solution. Donc c'est ça toute son ambivalence, mais aussi son intérêt. Donc c'est plus un changement de culture qu'il faut entreprendre et qu'il faut... Acculturation, pédagogie, outils, mesures, tout ça c'est des choses qu'il faut mettre en place. Il y a 10 ans, quand on a commencé, enfin un peu plus, quand on a commencé à parler impact environnemental du numérique, on prêchait un peu dans le désert. Depuis 2 ans, les données sortent, les enquêtes sortent. Donc c'est presque
plus le temps de sensibiliser. Alors on va continuer, hein, mais c'est presque aujourd'hui le temps de faire, d'agir. Et au niveau des territoires, parce que voilà, on est en Nouvelle-Aquitaine et on voit la fiche Néoterra qui apparaît, les territoires aujourd'hui s'emparent à bras-le-corps de la problématique du numérique. Ce que j'ai l'habitude de dire pour reprendre des propos, c'est que la transition environnementale, on voit où il faut aller, mais on ne sait pas trop comment. La transition numérique, on sait sur quel chemin on est, mais on ne voit pas où elle nous mène. L'objectif, on voit où il faut aller, mais on ne sait pas trop comment. La transition numérique, on sait sur quel chemin on est, mais on ne voit pas où elle nous mène. L'objectif à la fois de l'Institut du numérique responsable, à la fois de certains nombres de chercheurs, de territoires comme l'agglomération de La Rochelle, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ou le département de l'Eure, tous ces territoires-là ont décidé un petit peu d'essayer de faire converger les deux transition environnementale et transition numérique, pour les faire marcher ensemble et éviter d'être dans des injonctions contradictoires qui vont avoir des smart cities ultra connectées, mais en même temps un retour à l'humain et à la biodiversité, et des fois c'est pas compatible. Donc on essaye de faire converger ces deux transitions. Mais l'accueil vis-à-vis de ce que vous venez de dire, il doit pas être si évident, parce qu'on est toujours pris, j'ai l'impression, dans une certaine schizophrénie entre une Startup Nation et COP21 Nation. Donc il faut faire quoi? On va où? Quand? Comment? Alors ça, on va dire, c'est plutôt des messages commerciaux. Quand on s'adresse à des décideurs ou à des entreprises, moi je suis directeur scientifique aussi d'une association loi 1901 qui s'appelle l'Institut du numérique responsable, et autour de la table on a l'agglomération de La Rochelle, Airbus, Pôle emploi, le département de l'Eure. Donc on a des territoires qui à un moment donné veulent attirer des talents, veulent développer des compétences. Donc l'idée de retrouver du sens dans une transition numérique, ça fait vraiment écho. Donc nous, on n'est pas là pour dire il faut arrêter, et c'est vraiment le sens de notre discours. On n'est pas là pour dire arrêtons le numérique. On est là pour juste dire essayons de voir comment on peut lui redonner du sens, qui des fois l'a un petit peu perdu. Antoine, tu n'hésites pas évidemment à intervenir quand tu veux. Tu es chez toi sur cette scène. Hein. Tu es un peu chez toi ici à Matransphonium. Oui. Vincent, donc vous êtes très engagé dans l'agglomération de La Rochelle, et l'agglomération de La Rochelle est particulièrement engagée pour devenir un territoire zéro carbone. Absolument. On a l'agglomération de La Rochelle, et avec un certain nombre d'acteurs territoriaux comme l'université, un pôle industriel bas carbone, et je vais me faire tuer en arrivant ce soir parce que j'en ai oublié 2, mais c'est pas grave. A décidé de devenir une des premières espaces littoraux urbains zéro carbone à horizon 2040, et le numérique est évidemment un levier d'accélération de cette politique, puisque typiquement un des outils phares qui a été validé au niveau de l'État et qui soutient la démarche via la Banque des Territoires, c'est un agrégateur carbone. Et un agrégateur carbone, c'est une plateforme numérique dont l'objectif est de faire de l'échange carbone, de la valorisation carbone à un échelon local et territorial. Alors territorial, on va un petit peu plus loin que l'agglomération de La Rochelle, hein. On est sur un territoire métropolitain qui s'étend jusqu'à Niort, où on a beaucoup de mutuelles qui sont aussi impliquées dans cette politique-là, mais aussi des territoires ruraux qui sont des viviers pour des installations, des plantations de puits carbone. Donc voilà, tout ça c'est des acteurs qui ont décidé d'envisager des territoires zéro carbone, mais à un échelon territorial, voilà, faire favoriser l'économie circulaire, etc. Et ça veut dire que sur la partie stricto numérique, c'est un accompagnement à la fois par l'outil, mais aussi par le changement culturel. Absolument. On est sur de l'acculturation, on est sur des développements de filières pédagogiques sur les données responsables, sur les infra-responsables, sur l'éco-conception de services numériques. Voilà, on est sur tout ça. Donc c'est de l'acculturation, on est sur de la diffusion d'informations au niveau des collégiens, sur des écoles primaires, des collégiens. On est sur des projets portés par l'agglomération qui vont cofinancer des MOOC. Alors voilà, hein, les MOOC, c'est un outil totalement numérique, 100% numérique. En fait, on va développer un outil numérique pour dire attention au numérique. Mais ça va nous permettre d'avoir un vrai levier français, francophone, mais aussi anglophone, pour aussi valoriser les filières d'excellence numérique responsable françaises vis-à-vis de l'international. Oui, ça peut être le paradoxe aussi. Je crois que vous collaborez de temps en temps avec Monsieur Feuillage, non? Oui. Qui fait des vidéos YouTube qui sont beaucoup vues et qui en même temps prône aussi justement
ce type de sobriété, même si le terme n'est pas toujours idéal. Ouais, le professeur Feuillage, Mathieu Duméry, qui est aujourd'hui, depuis quelques temps, sur... c'est toujours pas sorcier, je crois, il intervient aujourd'hui là-dessus. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de savoir, d'avoir les mesures, d'avoir les outils pour faire ce que nous, on appelle un numérique responsable. Ce n'est pas une sobriété numérique et de dire arrêtons, mais c'est de faire un numérique responsable où on sait ce qu'on impacte, on sait ce qu'on coûte, on l'assume, on le réduit. Enfin, la fameuse politique de l'ADEME, hein, éviter, réduire, compenser. Nous, on essaye de la mener aussi pour un numérique. On évite de faire des services inutiles. Une astrologie chinoise pour des chats, c'est pas très très utile. Donc on va éviter tous ces services inutiles. Les services utiles, on va essayer de réduire leur impact. Et puis après, un bout du bout, peut-être qu'on peut essayer de faire de la compensation. Mais là aussi, je ne m'attarderai pas sur la compensation parce que c'est un sujet qui est assez polémique. Et la route est longue, de toute manière. Vincent, vous allez continuer de suivre l'émission, mais dans le public, et vous reviendrez tout à l'heure. Juste un dernier mot aussi sur cette revue dessinée, revue dessinée, votre BD, Le poids du clic. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Parce qu'elle est vachement bien, elle est vachement utile, et ça montre aussi tout l'intérêt d'exploiter toute une série de médias, nouveaux ou pas, pour multiplier tout ce qu'on peut pour sensibiliser. Alors Le poids du clic, c'est une revue c'est une BD d'une trentaine de pages dans l'excellente revue dessinée, je suis tout à fait d'accord. Et on a racheté récemment les droits aux dessinateurs. Moi, j'ai cédé mes droits à l'Institut du numérique responsable et d'ailleurs on fait un appel à contribution. On va peut-être faire une cagnotte. On a besoin de quelques centaines ou milliers d'euros pour la mettre en forme vraiment au format BD type PDF et la mettre à disposition des écoles, des collectivités et des membres de l'Institut du numérique pour s'en servir d'outils pédagogiques. Donc voilà, si jamais il y a des mécènes ou des financeurs, si la région veut financer, on a besoin de faire une couverture, une mise en forme, etc. Donc elle va vivre une deuxième vie. J'étais pas au courant de ça, mais je trouve que c'est du coup une super occasion pour dire participons tous ensemble à la diffusion large de cette BD. Vincent, on se retrouve tout à l'heure. Avec plaisir. Suivez bien, prenez plein de notes. Antoine, c'est toi qui vas commencer, on va faire un ping-pong. Donc toi, tu vas commencer à faire le ping avec Ercole Galasio. Je commence avec le ping. La notion de ping, en plus en numérique, elle est quand même pas mal. un peu... La notion de pong, je vais y réfléchir pendant que tu fais ton ping. Tu as 6 minutes en revanche. Merci Éloi. Je propose en effet M. Ercole Galasio, qui est directeur général de Gamac, mais qui est aussi un des directeurs de Sostra Data, qui propose des solutions d'hébergement. Je vous en prie, asseyez-vous. Solutions d'hébergement que vous proposez en fait depuis la souterraine, dans la Creuse. Oui, exactement. Alors, hop, je vais vous passer tout de suite un micro. C'est pas bien. Oui, Parfait. exactement. Donc c'est un projet qui a démarré il y a quelques années, il y a 6-7 ans, sur un simple constat, c'est que les données que j'héberge pour le groupe Picoty n'étaient pas en sécurité dans nos salles informatiques. Donc on a lancé le projet il y a 6 ans, qui s'est concrétisé il y a 3 ans avec la Caisse de dépôt et de consignation, Atrium Data et Picoty. L'ADEME a également participé à ce projet-là par l'intermédiaire d'un brevet qui a été déposé entre l'ADEME et Atrium Data. Alors pourquoi ce data center? Pour, je dirais, 3-4 raisons. D'abord parce que Picoty en avait besoin. Les salles informatiques telles que la plupart de nous utilisent ne correspondent plus aux besoins d'aujourd'hui et surtout de demain. Deuxième constat, ça c'est des chiffres qui ont été donnés par l'ADEME, c'est-à-dire que le PUE des data centers en moyenne est de 2,4. N'hésitez pas à nous traduire ce PUE parce que c'est pas sûr Alors, que tout le monde... PUE, c'est l'énergie consommée sur l'énergie utile. C'est-à-dire que si je consomme 2,4 kW, moi, je n'ai besoin que de 1 kW. Donc, ça veut dire réduire d'une façon sensible les consommations d'énergie. Ça me permet également de payer moins cher. L'autre constat, c'est on n'a pas voulu faire des gros data centers. Mais aujourd'hui, la tendance, c'est des petits data centers de proximité. Ce qui nous a amené à monter ce projet dans la Creuse. Aujourd'hui, le data center, il est opérationnel et donc on commence à le commercialiser.
Par rapport à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est vrai, la transformation du numérique, c'est quelque chose d'important. Vous avez abordé énormément de sujets. Par contre, il faut quand même aborder le sujet de la transformation, je dirais, des infrastructures numériques qui sont aujourd'hui disséminées chez les uns et chez les autres, pour les amener dans un lieu où les données sont sécurisées, où les contrôles d'accès sont bien surveillés et où le fonctionnement est garanti. Dans le sens où les installations sont garanties 24/24, 7/7, quelles que soient les températures extérieures, toute l'année. Donc, il y a cette transformation à faire et c'est pour ça que ce data center, il est ouvert aussi bien aux services publics qu'aux services privés. Et il y a un deuxième data center qui est en construction et qui va être inauguré au mois de juin à Saint-Jean-d'Angély, donc pas loin de La Rochelle, qui va être relié au premier, à ce Stradata, pour avoir un réseau de petits data centers de proximité qui vous permettent d'occuper de l'espace, d'avoir des données à proximité, d'économiser de l'énergie. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le data center de Saint-Jean-d'Angély, c'est une initiative du service public qui est financée par le service privé, toujours par les trois actionnaires, Atrium Data, la Caisse de dépôt et Picoty, mais qui est rempli aujourd'hui à plus de 50%, qui va être rempli par des applications du service public. Très bien, très bien. Voilà. Et donc, ça veut dire aussi que c'est un appel, cette tendance à avoir des data centers où on peut afficher en effet une consommation énergétique moindre. Est-ce que vous sentez commercialement aussi un impact fort? C'est-à-dire que est-ce que vous sentez que la façon dont ça bouge chez les clients, qu'ils soient publics ou privés, c'est vraiment un sujet qui devient important et un argument finalement commercial fort? Bien sûr, le prix de l'énergie, de toute façon, grimpe aujourd'hui. Il ne s'arrêtera pas. L'économie d'énergie, la meilleure économie d'énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc, c'est très important. Et puis, la deuxième chose, c'est que on a besoin aujourd'hui de sécuriser toutes les données que l'on a. On entend parler de RGPD, on entend parler d'attaques. On entend parler je dirais, de salles informatiques, comme disait le patron de Picoty, qui se trouve dans un poulailler. Toute cette évolution vers le tout numérique va imposer de toute façon à court terme de structurer les installations. Vous voulez dire qu'on est un petit peu adolescent encore là-dessus et qu'on est en train de rentrer dans une phase de maturité plus forte? Exactement, parce que moi, personnellement, en tant qu'hébergeur des applications de Picoty, je garantis 4 heures d'incidents par an. C'est une obligation. Pourquoi? Simplement parce qu'avec un chiffre d'affaires de plus d'un milliard, une journée, c'est plus de 4 à 5 millions d'euros. Et c'est aussi une économie qui se déroule du coup en France et qui n'utilise pas Exactement. en plus des données dont la souveraineté est peut-être mise en cause à l'étranger, qui font des voyages qu'évoquait Éloi de plusieurs milliers de kilomètres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des câbles et que tout ça passe par des câbles qui des fois traversent l'Atlantique, reviennent, repartent dans des flux permanents. Et c'est l'autre raison pour laquelle Picoty a investi dans ce projet, parce qu'il voulait avoir les données à proximité et ne pas stocker les données ailleurs. Aujourd'hui, de toute façon, avec le RGPD, on est obligé d'avoir des données stockées en Europe, pardon. Mais les habitudes font que les personnes, je dirais, qui stockent des données, qui infogèrent les serveurs, aimeraient bien avoir ça à proximité. Les gros data centers gourmands en énergie, comme on en voit aujourd'hui, pour moi, sont destinés à disparaître. L'autre axe que l'on a mis dans le cahier des charges, c'est d'être homologué tier 4, c'est-à-dire que l'homologation, vous avez tier 1, 2, 3, 4. Le tier 4, c'est une homologation internationale qui est la plus élevée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir n'importe quelle panne, il continue à travailler 24 heures sur 24 à pleine puissance.
tant que c'est réparé. Et c'est le premier data center qui va avoir cette homologation en France. C'est magnifique. Aux frontières de la région Nouvelle-Aquitaine. Très bien, donc j'en comprends. Inventer finalement le circuit court de la donnée qui permet de la souveraineté, mais aussi de faire des économies importantes. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage, c'était très clair. On va continuer sur un aspect lié à la filière numérique, parce que d'une certaine manière, vous êtes associé à la filière numérique, les infras sont forcément dedans. Et là, on va passer plutôt à un témoignage, et Éloi va prendre le Pong. Je vais prendre le Pong. Tu vas prendre le Pong avec maintenant un témoignage qui nous vient du Pays Basque. On a eu des intervenants du Pays Basque qui étaient venus en duo. Là, ils sont venus aussi en duo du 64. Merci beaucoup, Monsieur Galacio. À plus tard. Et donc, on va appeler Éloi. On appelle Nila Tiberenc et Owen Lagadec. Et ben voilà ce qu'on va faire. C'est qu'en fait, regarde, on va se croiser sur scène. Toi, tu vas aller de l'autre côté. C'est ça aussi un ping-pong, mais parfois on se croise. On se met comme ça, alors on se met surtout pas dos au public, on va essayer en tout cas, et ni dos aux caméras. On est toujours dans cette émission un petit peu spéciale, l'émission des Rendez-vous des Futurs. Donc Nila Tiberenc, vous êtes coordinatrice du cluster Pays Basque Digital, et Owen Lagadec, vous, alors oui, je vois secrétaire, mais vous n'êtes pas que secrétaire, vous êtes également... directeur des opérations de Poply Days. Alors Poply Days, c'est quoi? Oui, tiens, on va vous donner un micro. Ah, voilà, super. Poply Days, c'est une solution de commercialisation de location de vacances qui est basée à Urugne, là où vous venez en vacances ou le vendredi soir pour vos week-ends. Pas que, mais oui. Ce cluster Pays Basque, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on y fait? Jusqu'où ça va? Alors, blague à part, à l'extrême sud-ouest du sud-ouest existe le Pays Basque où on fait autre chose que simplement du tourisme, de l'immobilier et de l'agroalimentaire. Il y a un cluster d'entreprises qui se sont installés. Aujourd'hui, on a un peu moins de 60, qui représentent environ 1500 emplois, un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, sur deux typologies d'entreprises, les éditeurs de solutions, donc éditeurs spécialistes, que ce soit dans le textile ou autre, et les pure players, comme moi par exemple, qui font de l'e-commerce. Peut-être que vous avez entendu entreprises comme Patatam également, qui fait de la revente de vêtements. Et donc, on s'est rassemblés dans ce cluster pour ensemble avoir le pouvoir du collectif. C'est pour ça que même quand on monte, on vient à plusieurs, comme voilà, Oupi, on exactement, vient à deux. très collectif. Et le pouvoir du collectif, histoire de pouvoir répondre à des acteurs internationaux groupés, mais également pour avoir cette capacité qui est le sujet d'aujourd'hui, à transmettre des messages à un petit groupe et transmettre le message du numérique et de l'impact environnemental à 60 entreprises est plus facile que le faire sur des dimensions plus larges. Oui, parce que je n'oublie pas que le Pays Basque est le deuxième territoire numérique aquitain. Exactement. C'est ça, après hein, la Gironde. Même si c'est le plus beau. Hein, Exactement. Avec Ça, le je plus de vais pas salariés rentrer. du numérique après la Gironde, tout à fait. Juste après la Gironde. Et c'est vrai que du Pays Basque, on est tourné aussi vers l'international parce qu'on a des entreprises qui travaillent avec le FBI, avec le ministère de la Défense étranger. Donc on est aussi tourné vers l'étranger. Avec le FBI, si on avait une heure de plus, il faudrait qu'on en parle un petit peu. J'en parlerai avec plaisir. Dans vos missions, il y a des rencontres, il y a aussi des prises de conscience, il y a des ateliers. Enfin bref, c'est la mission d'un cluster, d'un groupe de travail, un club de travail. Vous avez rencontré il n'y a pas très longtemps Frédéric Bordage. Il est venu vous voir mi-janvier. Frédéric Bordage, délégué, je crois, général de Green IT, enfin en tout cas Green IT. Il est venu vous voir et finalement, il vous aide à dresser ce qui va devenir votre feuille de route dans les années à venir. Exactement. En fait, qu'est-ce qu'il vous a dit ? En fait, avant de rentrer dans ce qu'il a dit, on est très proche de nos adhérents et on a capté, si vous voulez, cette sensibilisation au sujet Green IT, à l'impact environnemental. Donc on a déjà le label ENR qu'on promeut, mais il y avait un besoin d'avoir plus d'informations sur ce sujet. Et il nous manquait cet éclairage. Donc clairement, on a profité du passage de M. Bordage au Pays Basque pour lui demander de venir nous éclairer sur le sujet et nous apporter en effet des éléments déjà pour comprendre l'impact environnemental du numérique, quels sont nos enjeux en tant qu'acteurs du numérique et qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle. Donc, si vous voulez, je peux vous donner quelques chiffres. Impacts. Oui, alors, je me permets. Vous retrouverez des super infos en ligne sur le site, du cluster Pays Basque Digital. C'est vachement bien. Ce sont des cartes mentales.
Quelques chiffres, quelques données sur les impacts, et on va surtout parler des solutions, derrière, bien des sûr. solutions. Pour que vous compreniez bien Attention, vous êtes l'impact, hacké par Antoine, mais ça, tout est normal, il n'y a pas de souci. pour bien comprendre l'impact du numérique, parce que c'est vrai qu'on en parle, on dit tiens, le numérique a un impact sur l'environnement, mais quel est son impact? On parle de quoi? Eh bien, déjà, il y a eu un recensement au niveau mondial, et on parle déjà de 34 milliards d'équipements au niveau mondial. 34 milliards d'équipements pour 4 milliards d'utilisateurs. Donc on voit déjà un peu la proportion, on est suréquipé au niveau équipement, objets connectés et autres. 34 milliards, 4 milliards d'utilisateurs et 70 millions aujourd'hui de data centers, de serveurs qui sont créés. Donc ces équipements ont un impact clair. Ça représente aujourd'hui 4% de l'empreinte de l'humanité. 3,8% des émissions de gaz à effet de serre sont liées au numérique. Donc on a une responsabilité claire et nette. Et on peut le quantifier, on peut le percevoir, parce que si on se dit mais quel poids ça peut avoir? Oui, c'est à 1 milliard près, je dis ça pour les trolls, vous inquiétez pas, bien sûr, vous pourrez toujours protester, contester, relativiser. Exactement. Relativisons pas trop, il y a quand même une empreinte, elle est juste colossale. Ça, Exactement, c'est ça qu'il faut se dire. Ça représente 5 fois le parc automobile français et ça représente 2 à 3 fois l'empreinte de la France. Donc en fait, l'empreinte du numérique mondial, c'est un nouveau continent, clairement. Ouais. Et si on continue sur cette tendance, parce que c'est ça qu'il faut voir, est-ce qu'on en est conscient, mais est-ce que nos comportements d'aujourd'hui fait qu'on va changer la tendance? Eh bien malheureusement non, puisque vous êtes tous conscients, puisqu'on en parle depuis ce matin, les objets connectés sont en train de se développer, et si on continue comme ça, il y aura 5 fois plus d'équipements en 2025 qu'aujourd'hui. Donc non, on n'est pas en train de réduire, l'empreinte elle va doubler, voire tripler dans les 5 ans. Donc on est loin de nos objectifs, et ce qu'on ne sait pas, et c'était une information de M. Bordage qui nous a un petit peu tous interrogés et interloqués, c'est que il va y avoir une pénurie, il y a une date de péremption du numérique. Donc souvent on nous projette sur un avenir ultra connecté. Eh bien sachez que en fait, si on continue sur ce rythme, les minerais qui sont extraits et qui sont transformés en composants électroniques, en fait, ces minerais, eh bien, le stock de matières premières est en train de s'épuiser à vitesse grand V. Et en fait, dans 30 ans, si on continue comme ça, il n'y aura plus de minerais. Donc, il n'y aura plus de nouveaux objets connectés. Donc là, on ne pourra plus accélérer, ça réglera un peu le problème. Exactement, exactement. Donc, je me permets de tourner parce que le temps file. Le temps passe. Il y a des solutions. Exactement. Donc, je pense qu'avec tout ce que je viens de vous dire, ça peut paraître maintenant évident pour vous, ce qui n'était pas le cas pour nous. Et quand il nous l'a dit, maintenant, c'est vrai que c'est clair. Il faut réduire le nombre d'objets connectés. Il faut en fabriquer moins, il faut les utiliser plus longtemps. Donc c'est là où le réemploi, le recyclage prend tout son sens. On le fait déjà dans les entreprises, mais c'est vrai qu'à un niveau individuel, on est peut-être geek, on est peut-être très friand de la nouveauté, de la technologie, et on a tendance à changer d'appareil électronique très facilement. Eh bien, donc il faut moins changer les appareils. Antoine, tu n'hésites pas, là je vois que tu viens de prendre ton micro. Peut-être tu n'hésites pas à mettre quelques incites. Je voulais parler des objets, après j'avais une question en effet sur les aspects liés à la communication. Exactement. Donc on y reviendra essayez juste de après. garder vos téléphones mobiles le plus longtemps possible, et si vous avez envie de changer, vous avez le droit, eh bien revendez-les, essayez de faire en sorte qu'ils soient recyclés. Donc ça, c'est vraiment le premier message. Après, il y a des gestes simples en tant qu'individu qu'on peut faire. Qui ne doit surtout pas s'assimiler à de l'écologie punitive, bien sûr. Exactement. C'est juste genre, c'est un nouveau comportement. Exactement. C'est comme quand on fume, on va dehors. C'est comme quand on fume, on ne jette pas la clope par terre, on fait attention. Exactement. Tout vient des équipements. Après, les data centers, finalement, ils représentent moins de 20% des impacts. Donc on a tendance à montrer du doigt les data centers, le streaming vidéo, mais finalement, c'est pas là la première source d'impact. C'est nos équipements numériques, c'est les objets connectés. Cela dit, la vidéo de chat, c'est quand même un comportement qui doit tout petit peu évoluer, je pense. Exactement. Et on va parler des solutions. Vidéo de chat, Antoine ? Oui, non, j'avais juste envie de faire une réaction, mais c'est peut-être dans l'ensemble des éléments que tu as mis sur la feuille, que j'ai déjà partagé. Mais c'est aussi de dire, je suis tombé sur un article, sur une revue qui s'appelle GQ, en ligne, qui est une revue plutôt masculine, et qui évoque les problématiques de sobriété numérique, ce qui est déjà un signe aussi, quand même, qu'on est en train de gagner ce type de choses.
Et à un moment donné, ça questionne aussi beaucoup le rôle de la communication, des mondes de la communication. Aujourd'hui, on a envoyé par exemple peut-être pas mal de tweets, pas mal de photos. Ça questionne aussi beaucoup cet aspect-là quand même dans cette espèce de déballage de photos, de réactions aussi. Voilà. Exactement. D'immédiateté, mais ça repose aussi pas mal sur la deuxième partie. Là, c'est donc c'est une feuille que vous retrouverez donc en ligne, et sur les tweets d'Antoine, là, on parle d'éco-conception. Voilà, là, je vous ai parlé de tout ce qu'on peut faire, nous tous, ensemble, en tant qu'individuels, mais maintenant, en tant qu'entreprise, on a une responsabilité, et c'est là où intervient l'éco-conception de services numériques. Parce qu'en effet, on a un fin dosage d'équilibre à trouver entre la low-tech et la high-tech. C'est vrai que la high-tech se développe beaucoup, on en a beaucoup parlé avec l'intelligence artificielle, mais il y a un fin dosage aussi avec la low-tech, qui est l'humain. Donc c'est un juste mix entre l'humain et l'intelligence artificielle. Je salue mes collègues basques de l'intelligence artificielle. Les humains du Pays Basque qui voilà, sont... Exactement. Et donc l'éco-conception de services numériques, elle est là pour créer de la valeur. Donc l'idée, c'est vraiment... On ne peut pas éco-concevoir un logiciel, parce qu'un logiciel, ça n'existe pas finalement. Qu'est-ce qui existe ? C'est où ce logiciel est stocké, où ce logiciel est exécuté, quel est le poids finalement du logiciel. Et c'est là où M. Bordage a introduit cette notion et ce concept de gras numérique. Et c'est là où Yahoo s'est fait détrôner par Google. Quand vous voyez l'interface Yahoo, plein d'informations avec les news, avec la météo, et quand vous regardez Google, vous avez la sobriété qui est vraiment représentée. C'est une page blanche, c'est pas une page infinie, c'est très sobre. Et ça, c'est un très bon exemple du gras qu'il faut éviter parce que ça pèse lourd finalement. Et autre exemple que je vois là, il va falloir le dire, on est en direct, on est en vidéo bien sûr, mais le site de la SNCF c'est fini, il est déjà mort. Le site de la SNCF, aujourd'hui, il a été construit et il est assez gras. Donc on est sur un phénomène d'obésiciel. Et c'est vrai que des sites comme Trendline, qui sont beaucoup plus sobres, beaucoup plus simples, et finalement qui répondent à un besoin de l'utilisateur, parce que c'est là aussi où on parle de création de valeur, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit en ligne avec les besoins des utilisateurs. Et nous, on n'est pas friands d'avoir 50 000 informations, on a juste besoin qu'on réponde à notre demande. Et c'est là où finalement, sobriété numérique va être en lien avec la différenciation, avec la compétitivité. Et donc, Monsieur Bordage nous disait, ce n'est pas contradictoire avec le profit économique. Donc, il parlait de people, profit et planet. Les 3 P. Les 3 P. Et de minimum valuable product. Et c'est là où on peut réfléchir à des solutions qui ont eu de la valeur pour l'humain, de la valeur pour la planète, avec moins d'empreintes et moins d'impact environnemental, mais qui permettent quand même aux entreprises de se différencier sur leur marché et d'avoir un vrai bénéfice économique. Et c'est donc ça qu'on appelle l'éco-conception, et il y a des filières pour développer ces techniques d'éco-conception. On parlera aussi de fabrication, on en parlera tout à l'heure également. Tout à fait. Fabrication des outils. Et un dernier exemple, tout dernier point alors, parce que là on a exposé le temps, mais je crois que c'était une tendance aujourd'hui en même temps. C'est ça, c'est la tendance, je ne fais que suivre la tendance, mais c'est important. Juste un dernier exemple pour vous faire réfléchir sur cet aspect, c'est la NASA. Il y a donc plusieurs années, avec 70 kilo-octets, la NASA est allée sur la Lune. C'est le plus gros calculateur. Et donc M. Bordage nous disait aujourd'hui, avec 70 kilo-octets, qu'est-ce qu'on fait ? On s'envoie un email. Donc finalement, aujourd'hui, avec vos smartphones que vous avez tous ici, vous avez 30 à 40 fois la capacité d'aller sur la Lune. Donc à nous maintenant d'être ingénieux, d'être smart, de créer de l'innovation. Et tout ce qu'on a, finalement, il n'y a pas besoin d'aller plus loin au niveau de la tech, mais il faut juste mieux s'en servir. Merci beaucoup Nila, merci Owens, on peut les applaudir, merci. Nous sommes en public ici au Palais des Congrès. Je vais garder votre micro. Je vais demander à d'autres personnes de monter sur scène, aux prochains intervenants qui vont te rejoindre, Antoine, dans un plateau. Alors un plateau central, on va demander à Céline Rigaudy, directrice commerciale de Commerceau, de rejoindre la scène. Céline Rigaudy, Éric Desrouteaux, président de la FIMEA Nouvelle-Aquitaine et directeur de Grise. Et puis Louis Dusanter qui est avec nous. Et alors Jean-Emmanuel Gilbert sera en ligne. Merci à la technologie et merci Jérôme. Je vous en prie. Donc voilà, installez-vous. On est toujours dans cette émission un petit peu brinque-ballante, mais très sur le vif, ici en direct à Bordeaux.
numérique et environnement, le saviez-vous? Moi, ça, c'est quelque chose que je viens de... Enfin, je n'étais pas vraiment au courant. Il y a un mouvement d'alter-numérique qui émerge, et il y a même un mouvement d'anti-numérique qui émerge. Alors, ce mouvement d'anti-numérique, ça nous fait penser un peu aux ludistes au début du 19e siècle, qui cassaient les machines, en gros. Ils sont contre le numérique. Et alors, moi, je pense qu'il y a évidemment des débats qu'il faut aborder. On en a déjà abordé pas mal. Les autoroutes de l'information, la 5G à tout crin, des déploiements de l'intelligence artificielle absolument partout, des débats sur la surveillance également, tous les objets connectés qu'on va retrouver partout. Bah oui, si on nous dit qu'en 2030, de toute manière, il n'y a plus de ressources, ça va être un tout petit peu compliqué. Et Thierry Crouzet, sur son blog excellent, disait il n'y a pas très longtemps que les anti-numériques m'expliquent comment ils comptent lutter contre le réchauffement climatique. Sans le numérique. Déjà, on ne parlerait même pas de réchauffement climatique sans le numérique, on ne serait même pas conscient, en gros. Alors, c'est une transition un petit peu capillotractée, mais néanmoins, c'est une transition. On va se retrouver avec Antoine pour parler gestion avec le numérique, gestion des invendus, gestion des ressources énergétiques, gestion de la qualité de l'air. En gros, le numérique utile pour l'environnement. Antoine, je te rejoins et tu peux commencer. Exactement. Éloi, viens avec nous. Ta transition était parfaite. C'est qu'en effet, et c'était le discours aussi de M. Courboulet tout à l'heure, ça va être difficile de s'en passer pour rendre aussi des entreprises plus performantes. Je tiens aussi à dire au passage par rapport aux interventions qu'on a eues tout à l'heure du cluster BI Basque Digital, je pense que Mathieu Azoir l'évoquerait, mais qu'en effet, l'ensemble de la filière numérique en Nouvelle-Aquitaine, à travers la feuille de route Néoterra, mais par déjà les actions qu'ils ont menées, parmi les partenaires aussi qu'on a cités, je pense à Digital Aquitaine, le SPN, Alyptic, tous ces acteurs qui fédèrent la filière numérique, qui sont très engagés déjà aussi sur ces sujets de sobriété numérique et qui prennent ça à bras-le-corps avec la région. Et vous retrouverez évidemment, là je dis ça aux internautes et aux suiveurs des Rendez-vous du Futur, vous retrouvez tout ça sur à la fois le site Matransphonium, le site de l'agence ADI, et puis vous trouvez tout ça juste en cherchant en fait. Et en effet, l'idée là était de pouvoir dire qu'on soit sur une fédération professionnelle, sur une entreprise en phase de transformation, on en parlera avec M. Desrouteaux, qu'on soit sur un profil peut-être plutôt start-up, initialement sur la gestion des invendus alimentaires, et qu'on soit dans la gestion à un moment donné des flux qui soient énergétiques ou aussi liés à l'eau ou en milieu industriel. Je ne sais pas si on a Jean-Emmanuel Gilbert, Jérôme en connexion. On va l'avoir ici, oui, voilà. On va l'avoir derrière. Bonjour Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel qui est un habitué de Matransphonium en visio, puisque quand on était à l'époque du multiplex sur l'événement, il le faisait aussi depuis Limoges. Et alors là, tu vois, si tu regardes par là, il voit ton cou, ce qui est sympa, mais sinon, c'est la caméra qui est juste devant toi. Et là, il te voit. C'est pas bête. J'ai pas encore le coup de main, moi, là-dessus. Je suis pas encore assez professionnel. Je vous propose qu'on commence avec Céline Rigaudy de Commerceau, qui va nous représenter rapidement ce qu'est Commerceau, mais vous êtes plutôt dans la gestion des invendus alimentaires, notamment de la grande distribution. On va retrouver peut-être des mots-clés qu'on a eu dans la journée autour du circuit court, mais aussi sur la gestion de la donnée, peut-être l'intelligence artificielle, vous allez nous dire? Oui, effectivement, Commerceau, ça veut dire commerce solidaire. On existe depuis 5 ans et en fait, on est une plateforme numérique au service de la valorisation des invendus. Donc historiquement, en fait, on met en lien fournisseurs, plateformes logistiques, distributeurs, tout ce qui est invendu alimentaire, et on commence à travailler sur le non-alimentaire à destination des associations d'aide alimentaire. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a à peu près 500 sites sur lesquels on passe régulièrement récupérer des produits à date courte ou des produits qui sont plus utilisables, pour prendre des exemples du non-alimentaire, donc à destination des associations. Et donc effectivement, c'est de l'économie solidaire, puisque entre guillemets, les déchets des uns, qui ne sont effectivement malheureusement pas des déchets, mais qui le deviennent faute de solution, deviennent des ressources pour les autres, parce qu'aujourd'hui, les associations d'aide alimentaire sont en manque cruel de ressources. Donc, et l'objectif de Commerceau, c'est de faire le lien entre ces deux populations-là, d'un point de vue numérique, d'un point de vue de la traçabilité, et le numérique vient apporter de la valeur sur un chaînon manquant. C'est un chaînon essentiel pour vous, pour mettre en place aussi une plateforme d'échange d'informations, parce que j'imagine que c'est ça, c'est une circulation d'informations d'un côté sur un B, et puis de l'autre côté sur les associations, et la possibilité de faire ça, et en même temps peut-être du coup de nourrir aussi une base globale d'informations qui vous permet de faire de l'étude aussi sur ce champ. Ouais, c'est ça, effectivement c'est une connexion entre des donateurs et des bénéficiaires, disséminés dans toute la France, donc le numérique permet de faire ça, et en l'occurrence on récupère beaucoup de data sur lesquelles on essaye,
comme on a dit que le meilleur déchet est celui qui est pas produit, on intervient aussi dans nos notions de coaching sur comment réduire le gaspillage à sa source. Et donc toutes ces données nous permettent effectivement d'être pertinents dans la notion de conseil vis-à-vis de nos clients. Vous proposez du coup aussi des solutions technologiques aux acteurs, par exemple, de la distribution, ou alors fournissez du matériel aussi numérique? Exactement. Le don aux associations est la voie ultime quand on n'a pas réussi à le valoriser en amont. Après, il y a tout un tas d'outils c'est toute la tendance sur la notion de panier un peu à coût réduit, de stickage que vous trouvez dans les magasins, de déstockage à destination des industriels pour faire en sorte de valoriser ces produits sur des circuits plutôt courts quand les dates arrivent à échéance. Et aujourd'hui, la croissance de l'entreprise, comment est-ce que c'est du coup ce sujet aujourd'hui pour les hypermarchés, pour les industriels, ça devient quelque chose d'impératif et de plus en plus prégnant? Aujourd'hui, on existe depuis 5 ans, on est à peu près 35. Donc effectivement, alors ce qui nous aide, les consciences commencent à évoluer, les lois commencent à bouger. Donc il y a 5 ans, ne serait-ce que 5 ans, 6 ans, ça choquait personne de détruire des produits. Heureusement, aidé par les lois et la conscience collective, ça va devenir, et ça commence à devenir une aberration de jeter des produits qui pourraient avoir effectivement une seconde vie. Donc on est plutôt en croissance. Après, voilà, ça reste le domaine social et solidaire. Et après, il faut finir de convaincre les clients d'avoir une approche, à un moment donné, financière pour trouver des solutions sur ça. Donc à la croisée des chemins, transition numérique, environnementale et en même temps aussi sociétale sur la dimension sociale et solidaire que vous pouvez avoir. Exactement. Et tout ça sur un modèle économique pérenne. Très bien, très bien. C'est parfait ça. Merci pour cet exemple. Vous m'avez dit aussi quand même que le digital, c'était aussi un enjeu d'amélioration de la relation client. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est cette capacité à traiter de la donnée liée à ces produits-là, mais malgré tout, vous avez aussi l'enjeu, ça a été évoqué plusieurs fois dans la journée, qu'à un moment donné, c'est aussi pour aider à fluidifier la relation, simplifier aussi du côté des clients la visibilité de la donnée, leurs informations, etc. Effectivement, il y a une vraie attente de traçabilité et de sens autour de tout ça. Et ce qui illustre bien qu'il y a vraiment un sujet autour de cette thématique, c'est qu'on a été lauréat du concours de l'innovation dans le cadre de l'ADEME. Et effectivement, on a une subvention assez importante pour continuer de développer cette notion d'intelligence artificielle au service de l'anti-gaspillage. Et ça devient une attente sur laquelle les clients commencent à en prendre conscience et à accepter le fait effectivement de développer un modèle financier autour de ça. Très bien, donc de l'innovation et de la R&D orientée IA qui va dans le bon sens. Si on veut que le modèle soit pérenne, effectivement le numérique nous aide à créer de la valeur et à limiter effectivement les coûts en termes d'investissement chez nous. Très bien, merci beaucoup Céline. N'hésitez pas à réagir après aussi sur nos différents intervenants. On peut passer peut-être la parole à Éric Desrouteaux maintenant. Éric, on se connaît sur plusieurs aspects, à la fois sur une dimension liée à Grise et à des accompagnements qui existent, conjoints avec la CCI Bordeaux-Gironde, et je pense à Lionel Bourris qui est dans la salle, sur les accompagnements croissance premium, où les sujets de transformation numérique ont été tirés par vous. On a travaillé tous les trois ensemble sur ces sujets. Donc c'est à la fois la digitalisation de Grise, qui est plutôt sur la qualité de l'air intérieur et les services apportés dans ce sens-là. Mais vous êtes aussi un acteur et président de la FIMEA Nouvelle-Aquitaine, qui est la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement et de l'air. C'est ça, hein? Oui. Exactement, oui. Et alors le numérique dans vos métiers, ou pour l'avenir justement du sujet lié à l'air, qu'il soit intérieur ou extérieur, on pourrait s'en passer demain pour essayer d'améliorer ce niveau de qualité de l'air? Alors en fait, ça me semble très difficile de se passer du numérique. Parce que d'abord, la démarche de l'air devient quelque chose de plus prégnant, de plus en plus auprès de la société civile, auprès de tout, que ce soit dans le domaine privé ou dans le domaine professionnel, et qu'effectivement, c'est peut-être une filière qui est en train de prendre de l'impact très important, et à tel point que on découvre de plus en plus un développement de capteurs numériques pour essayer de faire de la prévision, pour essayer de donner un petit peu de l'information sur notre environnement dans lequel on évolue, qu'il soit en extérieur, on le voit tous avec les pics de pollution, diminuer 20 km/h sur la rocade, ou alors tout simplement dans notre environnement au quotidien avec les informations que l'on peut récolter, que ce soit chez soi,
pour savoir si notre environnement est bon, dans notre voiture de plus en plus, et puis bien sûr dans nos lieux de travail. Parce qu'on passe quand même 80% de son temps dans un environnement clos, et donc effectivement cette notion-là devient très importante. Donc une logique de production de données sur les sites liés au lieu de travail, à l'extérieur certes, mais aussi sur les lieux de travail, dans les voitures, peut-être dans les hôtels demain, on verra, ça deviendra peut-être un critère important. Absolument. On n'ira peut-être plus dans les 3 étoiles, mais dans des endroits où on aura le critère de qualité de l'air. Donc ça veut dire que la capitalisation de cette donnée et les objets connectés dont on parlait tout à l'heure, même si en effet on peut souhaiter qu'ils durent le plus longtemps possible, ont un rôle précieux demain pour pouvoir piloter du service auprès de ça. Parce que vous, votre métier chez Grise, c'est dans une relation qui est B2B, avec des acteurs qui ont à faire piloter ou qui gèrent des bâtiments. Absolument. Et effectivement, encore une fois, de pouvoir donner auprès, que ce soit dans auprès de ses collaborateurs dans un bâtiment, savoir avoir du sens sur est-ce que mon environnement dans lequel j'évolue est sain ou pas, et comment on peut avancer dans ce cadre-là. Après, et effectivement, la tendance du numérique devient importante parce qu'on a besoin d'avoir de l'information. On en a relativement peu dans le domaine de l'air. Mais je pense qu'en même temps, et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a la notion de rationalisation, en fait, de pouvoir se dire qu'il faut pouvoir aussi bien identifier quelles données on a besoin, et pas être dans un florilège de gras numériques comme on disait tout à l'heure, mais de se dire, voilà, avec quelles données j'ai besoin de donner du sens à mon action. Et au-delà de cette logique-là, je pense que l'intelligence artificielle, comme on a entendu toute la journée, doit pouvoir donner aussi du sens sur une notion de prévision, de pouvoir, et par ce biais-là, de pouvoir anticiper sur nos actions et améliorer par exemple le cadre de vie ou le cadre de travail des collaborateurs dans un bâtiment. Finalement, là, on est sur quelque chose qui est lié à la mesure statistique. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et en effet, les entreprises qui réussissent à être moins aveugles par le numérique ont en général peut-être un avantage derrière. Donc c'est valable aussi pour en effet l'air ou la qualité de l'eau aussi. On en parlera. Absolument. Très bien. Merci Eric, vous pourrez aussi continuer là-dessus. Je sais qu'il y avait aussi un de vos adhérents qui à mon avis ne peut pas se passer de numérique, qui est Atmosky, qui est présent qui est sur des modèles météo haute définition et qui à mon avis, alors il n'est pas sur le plateau et on n'aura peut-être pas le temps, mais pourrait très certainement aussi dire que sans digital, ça sera compliqué en effet de produire des modèles météo dont on a bien besoin, qui soient extrêmement performants, fins et sur des granulométries extrêmement poussées, notamment en ville. C'est tout à fait juste. Très bien. On enchaîne. On est au pas de charge un peu. On enchaîne, on est toujours un peu au pas de charge. Il y a quelques horaires à respecter, Antoine. Exactement, on va parler à ces messieurs. Peut-être, Louis, on fera peut-être un peu d'impasse sur quelques slides qui sont là, parce qu'on va être en même temps avec Jean et Emmanuel. On vous a fait venir un peu en binôme Bertin Technologies. Donc toi, tu as un rôle d'ingénieur orienté énergie pour Bertin Technologies. Jean-Emmanuel, toi tu es en charge de la R&D et du développement commercial pour Aquacet qui est donc plutôt dans la gestion de l'eau. Et donc aujourd'hui, on voulait aussi vous avoir parce que vous vous retrouvez sur des problématiques qui sont aussi de créer des plateformes finalement qui permettent à la fois d'être dans de la configuration ou dans de l'évaluation de ce que pourraient être des projets énergétiques ou liés à la qualité de l'eau, et que vous échappez pas non plus, vous, à ce sujet de plateformisation dont on parle aussi d'ailleurs depuis ce matin. Donc vous avez plusieurs services, EnerSquid, EnerBird aussi, qui ont été créés pour à la fois aider des territoires ou des entreprises à structurer des projets là-dessus. Pouvez-vous nous en dire peut-être un peu plus ? Oui, exactement. Alors merci pour cette introduction. Nous, on fait partie de Bertin Énergie Environnement, qui est un département de Bertin Technologies. Et en fait, on accompagne beaucoup d'industriels et des collectivités dans la transition énergétique avec deux logiciels, donc EnerBird et EnerSquid. Quelques mots pour les présenter. Donc EnerBird, ça fait quelques années maintenant qu'on l'a lancé. C'est un logiciel qui est sur le terrain, qui va optimiser la gestion des batteries dans des parcs renouvelables qui sont beaucoup situés dans les dom-toms, ce qui permet d'optimiser la part des renouvelables sur ces îles-là. Et donc c'est un cadre qui est très particulier puisqu'il faut faire des annonces de la veille pour le lendemain de production sur le réseau. Il y a des pénalités lorsqu'on ne respecte pas les annonces. Il y a une rémunération à la pointe qui est supérieure.
Tout ça fait que ça se prête très bien à une optimisation. Et ce logiciel Enerbird permet donc de répondre à ce cahier des charges et d'intégrer donc de plus en plus de renouvelables dans ces îles-là. Et Enersquid, c'est un outil qui est tout nouveau pour nous. C'est un outil qu'on a lancé en novembre de l'année dernière et qui vient d'un besoin qu'on a senti parmi les collectivités et les industriels. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'acteurs veulent faire de la transition énergétique, mais sont, si on veut parler un peu brutalement, sont parfois un peu perdus parce qu'il y a une multiplicité de solutions, de technologies innovantes qui existent, qui sont développées. Et donc Enersquid, c'est un outil d'évaluation des projets de la transition énergétique pour se faire un avis à soi sur un projet. Par exemple, on se pose la question de l'hydrogène, on se pose la question de batterie, on se pose la question de la géothermie. En quelques clics, on peut simuler son projet et évaluer avec des grands indicateurs comme le contenu carbone du projet, le coût de l'énergie, la disponibilité, l'autoconsommation, l'autoproduction. Et donc on a lancé ce produit-là qui est une plateforme web accessible à tous, donc tout le monde peut y aller. C'est sur enersquid.com. Qu'on a mis à disposition pour les collectivités et donc qui permet de déduire ces grands indicateurs. Alors, points qui sont assez importants qu'on a voulu mettre en avant, c'est l'aspect pédagogique d'abord. C'est un outil qui est facile à utiliser. L'idée, c'est qu'un utilisateur qui est non expert peut se l'approprier pour évaluer son projet, parce qu'on a des indicateurs classiques pour pouvoir simuler les technologies choisies. C'est un logiciel qui est multi-énergie. Ça, c'est très important parce que chez Bertin, on pense vraiment que la transition qui est devant nous, elle est pas uniquement... elle est sur tous les vecteurs énergétiques. Et donc, on modélise chaleur, électricité et gaz. Et puis, c'est aussi un outil qui est global, en fait. Enfin, on peut faire des projets partout dans le monde. Parce qu'on a des bases de données pour simuler les ressources énergétiques locales et renouvelables pour les territoires. Si on parle de la propre transformation numérique de Bertin, c'est aussi, on l'a vu ce matin, un enjeu aussi peut-être de différenciation, de créer ces points de contact et des canaux avec des services. J'imagine que le point d'entrée, c'est d'abord sur Enersquid et certainement gratuit peut-être pour pouvoir commencer à configurer son projet. Donc pour vous, c'est aussi un enjeu de transformation numérique sur la façon d'adresser à des territoires ou à des entreprises ce sujet-là. Exactement. C'est une façon pour nous d'aller parler de nous à des collectivités, dire on a des compétences en ingénierie dans la conception des projets énergétiques, on peut vous aider et on vous met à disposition cette plateforme gratuite pour que vous puissiez commencer à réfléchir, avoir les grands ordres de grandeur en tête. Une fois que vous avez ces grands ordres de grandeur en tête, vous allez certainement vous rendre compte que vous avez besoin de plus. Et donc là, il y a deux choses. On a un bureau d'études, donc on peut faire des études plus approfondies sur ces sujets-là, aller jusqu'à même l'étape de réalisation. Et on va sur le développement aussi d'une plateforme professionnelle pour pouvoir configurer son projet de façon plus approfondie, pouvoir faire l'optimisation du dimensionnement, etc. Très bien. Et donc peut-être aussi des collaborations sur des enjeux multifluides avec Aquasec, qui est donc depuis Limoges, Jean-Emmanuel. Jean-Emmanuel, on avait aussi, en préparant un peu cette table, évoqué le fait que est-ce qu'on était en train de parler finalement un peu d'écologie industrielle ici et de dire que on n'est pas en train de parler de la façon dont on peut accompagner demain des acteurs dans leur façon de repenser leur mode de production, certes avec le digital, mais à des fins finalement plus durables peut-être. C'est ça. Donc, moi, je vais montrer un tableau exploratoire de manière de 7 personnes. Je pense qu'on comprend bien absolument tout ce qui se dit. Jean-Emmanuel, on a un petit souci de connexion visiblement. Alors là, vous pouvez pas bouger, nous on peut pas bouger. Je sais pas trop comment on va faire. On peut peut-être couper et refaire. Je sais pas. Je regarde en régie. Réessayez, Jean-Emmanuel. Ouais. Est-ce que le son ne parvient pas du tout? Là, ça va. C'est mieux, oui. Ah, c'est bon. Ok. Bon, on a quand même que 2 minutes, mais ça on va. a quand même que 2 minutes. Eh ben, Allez-y, Jean-Emmanuel. Accrochez-vous, ça va aller vite. Donc du coup, oui, Aquasec, start-up créée en 2015, on est des spécialistes de l'efficacité hydrique sur site industriel et depuis de l'eau dans la vie durable. Et
effectivement, comme ça a été indiqué, il y a un gros problème avec l'eau. Jean-Emmanuel, on est désolé, ça arrête pas de couper. Je suis désolé. Moi, je vous propose une chose, Jean-Emmanuel, parce que dans le timing, ça va être compliqué. À mon avis, on va pas vraiment y arriver. Alors, à part si vous vous mettez à chatter, mais ça risque d'être un petit peu long. Moi, je vous propose une chose, Jean-Emmanuel, c'est qu'on se fasse une petite interview un petit peu plus tard. Et on la postera avec les contenus qu'on repartagera du forum. On a tout capté aujourd'hui et on se débrouillera pour se faire une petite visio ensemble qu'on captera et on la retransmettra à nos participants. Je vous promets qu'on fait ça parce que là, ça va être compliqué qu'on ait l'échange. C'est dommage, ça coupe un peu, c'est les limites un petit peu numériques. Donc désolé, mais ça n'a pas marché très très bien. On fait ça ? Ok. On fait ça. Merci de votre souplesse, merci de ta proposition et ta flexibilité. Et merci à tous. On est évidemment un petit peu speed, mais je crois qu'on a bien compris effectivement que là, pour le coup, le numérique, non, on ne pouvait pas le jeter. Le numérique apportait quelque chose et que sans le numérique, finalement, il y a pas mal de choses qui ne pourraient pas marcher. Oui, exactement. Donc on va reprendre, nous, un dernier ping-pong. Alors je vais te changer le truc, je ne sais pas comment tu vas le gérer. Comme tu veux. Je vais faire le premier ping avec Mathieu Azoir. Oui, ça marche. Mathieu Azoir a une petite échéance juste après, donc je vais commencer. Très et bien. après, tu recevras Nicolas Castet, directeur du GIP Littoral. Exactement. Allez, c'est parti. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et donc je demande à Mathieu Azoir de me rejoindre. Mathieu, oui, bien sûr, sur vos applaudissements. Mathieu Azoir est conseiller régional Nouvelle-Aquitaine en charge de l'économie numérique et du THD, très haut débit, et de la feuille de route Néoterra. C'est bien ça, Mathieu? C'est bien ça. Et je m'excuse d'abord auprès de Nicolas, je ne sais pas où il est. Nicolas Castet. De lui prendre sa place, pardon, mais je dois vraiment partir. Oui, mais il sera là juste après, dans le Pong. Du coup, on fait un ping ensemble. C'est ça. Parfait. Mathieu Azoir, un petit mot sur l'événement, parce qu'on est aussi un petit peu chez vous, quelque part. C'est vous qui l'organisez également. Donc, un petit mot sur l'événement. Un événement, je le disais tout à l'heure, co-organisé, en tout cas porté par l'agence ADI, mais avec le soutien du Conseil régional depuis de nombreuses années. Et c'est important, ces moments fédérateurs de sensibilisation, de retour d'expérience, d'échange, de débat autour de la transformation numérique. La feuille de route Néoterra, j'en parlais tout à l'heure en introduction. La feuille de route Néoterra, c'est faire de la Nouvelle-Aquitaine une région numérique 100% durable. C'est très vaste. Alors, à quel horizon, comment on fait? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot? La feuille de route Néoterra, c'est pour nous un vrai changement de paradigme dans nos politiques publiques. C'est une vraie prise de conscience à l'échelle de tout un exécutif. Nous avons, depuis un certain nombre d'années, une capacité peut-être à changer, à évoluer dans nos politiques publiques, mais là, il y avait le constat qu'il fallait vraiment aller plus loin. Quand je dis vraiment aller plus loin, c'était de se dire que maintenant, dans l'ensemble de nos politiques publiques, dans l'ensemble de nos dispositifs, dans toutes les stratégies, cette dimension d'apporter une réponse aux enjeux climatiques, environnementaux et sociétaux était la marque de fabrique de la Nouvelle-Aquitaine. Et pour ce faire, parce que je tiens à le rappeler, c'est quand même aussi un élément important, nous n'avons pas décidé ça tout seul dans notre coin. Alain Rousset, président du Conseil régional, n'a pas dit « hop, aïe, on y va », mais nous sommes appuyés sur une expertise scientifique qu'on qualifie aujourd'hui d'incontestable. Alors, on a toujours certains qui nous la contesteront, mais cette expertise scientifique, elle nous a permis aujourd'hui de bâtir et de voter cette feuille de route. Deux exemples. La première, c'est Acclimatera, autour d'Hervé Letreut, un des experts du GIEC, sur cette dimension d'impact aujourd'hui du réchauffement climatique, évidemment à l'échelle française, mais sur la Nouvelle-Aquitaine. Et le deuxième travail scientifique, c'est Ecobiose, autour de Vincent Botagnol, autour de l'évolution de la biodiversité. Moi, je rajouterais bien tout de suite, avant peut-être en anticipant une de vos questions, et je dis ça depuis quelques semaines, j'espère que nous ferons le même exercice autour des enjeux du numérique, en s'entourant d'experts scientifiques, qu'il s'agisse de gens qui manient et qui maîtrisent la technologie, mais aussi des gens des sciences humaines et sociales, des philosophes, qui viendront nous aider et nous diront aussi, autour d'Acclimatera, Ecobiose, il y a eu tout un travail autour de l'évolution du numérique et de faire en sorte que la région se positionne aussi.
Nous avons commencé, et c'est un peu Néoterra versus sobriété numérique, numérique responsable, mais on a, je pense, des marges de progrès en la matière. Juste un mot sur Hervé Le Treut, on le recevra lors d'une prochaine émission Rendez-vous des Futurs, donc il faut vraiment rester connecté. Ce sera sans doute en fin d'année, mais on va le recevoir, on a hâte. Toute cette feuille de route, elle ne peut se mettre en place que par un accompagnement qui doit aller de plus en plus vite des entreprises. Et là, je mélange un peu tout parce que j'allais parler des lycées également, de la formation. C'est un ensemble. Il faut prendre tout le monde en tenaille quelque part. L'avantage que nous avons peut-être en tant que conseil régional, c'est que nous avons à la fois une taille critique. Je crois que c'est vous qui l'évoquiez tout à l'heure, 12 départements avec des comparaisons de pays européens, et puis des compétences qui nous permettent d'avoir de vrais leviers d'action. Une compétence autour de l'éducation, une compétence autour des transports, de l'agriculture, évidemment du développement économique. Et ça nous permet, parce que aussi depuis un certain nombre d'années, nous avons des actions très concrètes, d'être légitimes à faire. Et donc il nous faut embarquer, emmener avec nous tout un écosystème. C'est le choix que nous avons fait, ne pas être non plus dans ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui de l'économie punitive, mais emmener tout un monde agricole, tout un monde industriel, tout un monde éducatif avec nous en nous disant il faut faire quelque chose. C'était intéressant d'entendre aussi l'ensemble des témoignes avant. Alors, vous avez vu que moi, c'est pas aussi clair, hein, mon petit papier, c'est un peu brouillon. Donc, notes, hein. Antoine, c'est pas la peine de venir faire une photo parce que je pourrais pas souffrir la comparaison. Mais globalement, c'est important d'emmener tout le monde avec nous et puis de se dire, peut-être qu'un lycéen, c'est aussi un ambassadeur futur, que nos industriels autour de l'économie numérique, on peut aussi les emmener vers l'aventure. Et dans les stratégies à court et moyen terme, c'est de vraiment créer une filière de la sobriété numérique ou du numérique responsable. Vincent Courboulet, qui est peut-être aussi, il est encore là, Vincent, on a échangé longuement là-dessus. C'est vraiment l'objectif du Conseil régional dans les prochains mois, de fédérer des acteurs qui ont été cités, des clusters, pour créer cette filière en Nouvelle-Aquitaine. Le pôle, le territoire zéro carbone, l'objectif territoire zéro carbone qui est en train d'être développé à La Rochelle, ça, j'imagine que vous le regardez particulièrement. Bien sûr, on regarde particulièrement. Alors, pour pas vexer d'autres territoires, il y a d'autres agglos qui ont candidaté aussi, comme La Rochelle, à un territoire zéro carbone, qui n'ont pas forcément eu les résultats à court terme, mais qui portent la même ambition. Mais c'est valable pour les agglos, mais c'est valable pour l'ensemble du territoire de la région. On n'est pas dans un débat métropole contre territoire urbain. Merci beaucoup Mathieu Azoir. De rien. Merci d'avoir réussi à faire court et dans des délais qui étaient un petit peu tendus. Et bravo aussi pour mettre ces thématiques dans les tables rondes futures et dans les enjeux qu'on porte en commun. Merci. Merci beaucoup et bientôt. Antoine, on va passer au Pong. Du coup, tu vas assurer le Pong avec donc Nicolas Castet, directeur du GIP Littoral. Et il y a un lien avec Néoterra. Hein. Je vais te laisser la place. Oui, il y a comme un lien à Néoterra avec Nicolas, mais aussi sur des sujets numériques, on va le voir. Merci Nicolas de nous rejoindre. Finalement, c'est toi, d'une certaine manière, qui va clôturer cette session. Et c'est bien qu'on clôture avec aussi un sujet qui est lié au littoral. Le littoral en Nouvelle-Aquitaine, c'est un sujet énorme. Nous, on a déjà travaillé, on va continuer de travailler ensemble sur les sujets justement liés au littoral. Pour le GIP Littoral, on va le rappeler peut-être, mais les actions sont très tournées sur tout ce qui est les plans plage, l'érosion du littoral, une action qui va dans ce sens-là. Mais il y a aussi des regards de demain portés peut-être sur la problématique des flux et la façon dont le numérique peut peut-être accompagner ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la posture du GIP oui, avec ça? Merci beaucoup pour l'invitation. Moi, je suis ravi d'être avec vous cette fin de journée. Le GIP Littoral, c'est une structure qui a été imaginée, qui a été conçue parce que le littoral est un territoire complexe à gérer et à aménager. Voilà, donc ce qui a conduit l'État et la région à créer une structure publique pour travailler ces questions littorales, c'est cette complexité. Un territoire sur lequel finalement les flux démographiques, les arrivées sont massives. Si on se projette à 2040, on attend 300 000 habitants de plus sur un total actuel d'1,1 million. Alors je parle justement, je fais le lien entre La Rochelle et le Pays Basque, hein, puisque l'ensemble des collectivités de toute la façade sont membres de la structure. Ça fait 6 agglomérations et 10 communautés de communes, en plus des 4 départements de la région et de l'État.
Et cette complexité a conduit à mettre en place tout un programme d'aménagement pour faire face aux grandes transitions en cours. En premier lieu, la transition à opérer pour faire face au changement climatique. Voilà, le premier sujet, c'est le changement climatique. Le littoral est le territoire le plus impacté par les grandes évolutions, avec les problèmes de submersion. On commémore les 10 ans de Xynthia et du tragique événement qui s'est passé sur la Charente-Maritime. Un recul du trait de côte. Et on connaît aussi les problèmes de recul du trait de côte. Alors, un autre phénomène auquel on fait face et qui est majeur, c'est celui de la fréquentation massive du littoral. On a pu estimer il y a peu de temps qu'une dizaine de millions de visiteurs venaient sur les plages sur 2 mois d'été, et que ces 10 millions de visiteurs, ils présentaient un défi majeur en termes d'accueil. Les collectivités de la façade littorale se posent la question du comment j'accueille, comment je reçois dans de bonnes conditions et comment je maintiens la qualité de l'offre économique que représentent ces espaces pour l'avenir. Le sujet majeur auquel on fait face également, et ça a été cité par Mathieu Azoir, c'est celui de la préservation des milieux naturels. Le littoral est aussi le premier corridor écologique régional, avec une biodiversité qui est extrêmement fragile, extrêmement riche, et qu'il faut préserver. Donc tous ces enjeux se cumulent et ça nous confronte à des défis majeurs, et on est parfois, il faut le dire, dans des impasses en matière de gestion et d'aménagement. Voilà. Et donc le digital, ça peut vous aider dans quel sens ? Mieux observer, mieux mesurer, comme on le disait tout à l'heure, ça c'est sûr, mais aussi peut-être sur la problématique des flux, de créer d'autres types d'interactions demain ? En tant qu'acteur de l'aménagement, d'abord ça nous a permis de mieux connaître, de mieux suivre les comportements. Le chiffre des 10 millions de visiteurs a pu être obtenu parce qu'on a déployé des solutions techno qui nous ont permis de capter des flux sur différents points et ensuite de modéliser. Mais je ne m'étendrai pas là-dessus, je voudrais plutôt m'arrêter sur l'exemple de la dune du Pilat. La dune du Pilat est toujours confrontée à un phénomène de surfréquentation et en tant qu'acteur de l'aménagement, de la gestion des espaces, a dû changer de logiciel en cherchant des solutions pour la gestion du public, la gestion et l'accueil du public qui était relative plutôt à la gestion des flux. Donc les premières choses qui ont été faites, c'est développer les parkings vélos, mettre en place des lignes de bus plus efficaces. Et en fait, ces solutions, on le voyait, ne suffisaient pas pour répondre à la problématique. Et dès que le syndicat mixte de la dune du Pilat a mis en place une information directe en temps réel sur la fréquentation des parkings, quand elle a commencé à communiquer de manière directe sur la possibilité de fréquenter l'espace, le site, plus tôt le matin, plus tard le soir, d'étaler les flux, quand elle a mis en place ce type d'information, finalement on s'est rendu compte que la fréquentation voiture a pu diminuer grâce aux premières actions, des actions en matière d'aménagement, mais qu'on arrivait à diminuer d'une dizaine de pourcents finalement la fréquentation sur les moments où elle était le plus fréquentée. Donc le numérique, finalement, alors qu'on pensait être dans une impasse dans nos logiques classiques de gestion et d'aménagement, le numérique a fourni finalement la solution, nous a permis de sortir de la situation vraiment de blocage dans laquelle on était. Donc c'est une discussion qu'on a déjà eue entre l'ADI et le GIP Littoral, c'est en effet ce numérique à la fois au service d'une meilleure communication et d'une passation d'informations directe peut-être auprès des usagers, qui peut avoir de l'influence, et là on le comprend bien, et aussi peut-être le numérique qui en effet permet de malgré tout mieux mesurer et peut-être créer de la donnée qui pourrait être utile aussi peut-être aux acteurs du territoire. Tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué trop avec ces entreprises dans le débat, mais c'est aussi le sujet à un moment donné de réussir à être dans de la production de données et une forme de partage ou d'ouverture de ces données-là qui peut aussi beaucoup changer la donne sur la façon dont on va créer des services ou peut-être des business demain pour des entreprises qui sont présentes sur ces territoires. Ouais, si vous voulez, moi, ma prise de parole, elle ne correspond pas du tout à une conclusion. En fait, c'est plutôt le témoignage d'un acteur d'un autre univers, voilà, d'un autre milieu, qui s'est rendu compte que finalement,
après 10 ans de travail et dans nos cadres de pensée classiques, avec nos méthodes classiques de gestion des paysages, des flux, des milieux, des mobilités, on butait sur la complexité du problème et l'apport des nouveaux outils, l'apport des consultants en stratégie numérique, l'apport des sociétés qui nous ont aidés à instrumenter, à recueillir la donnée, nous a réouvert des perspectives alors qu'on ne pensait plus en avoir. L'exemple de la dune du Pilat, on s'appuie dessus, et puis ce qu'on va chercher à faire, c'est à déployer de manière beaucoup plus globale des solutions pour fournir à tous les acteurs, qui soient issus du monde du public ou du privé, une donnée fiable, documentée, une base de données complète sur les plages pour que derrière, tous les services puissent se mettre en place et que la vie quotidienne, la vie de l'usager, de l'habitant de Bordeaux ou du cœur des Landes qui se pose la question, voilà où je vais à la plage aujourd'hui, comment je vais faire pour ne pas y passer, pour pas passer 2 heures sur la route pour m'y rendre. Ben, finalement, je trouverai la solution sur ma plateforme habituelle, sur le site de l'Office de tourisme du secteur sur lequel je veux me rendre. Voilà, peu importe l'endroit, mais nous, en tout cas, on cherche à fournir cette donnée-là. Moi, je vais peut-être avoir une réaction aussi, qui est du coup aussi, mais en lien avec le métier aussi de l'agence, c'est que ce que tu évoques, c'est aussi à un moment donné une forme d'innovation, une rencontre avec peut-être des acteurs, une filière qui soit... Alors en effet, il y a eu des points de contact, je pense à Hans, qui avait travaillé sur les capteurs qui étaient posés sur les cabanes MNS pour faire ce premier niveau de comptage, plutôt en mode proto, hein, mais voilà. Atom Solutions aussi, qui vous a accompagné sur la définition aussi d'une trajectoire ou d'un cahier des charges, ou sur les techno-providers, hein, ceux qui proposent des technos qui pourraient être utiles au GIP. Donc ça veut dire aussi à un moment donné, vous, votre propre mue aussi numérique, parce qu'historiquement, c'est pas dans les métiers du GIP peut-être de se rapprocher à ce point-là de la filière numérique. Donc l'enjeu qu'on évoquait d'une filière peut-être plus sobre numériquement, mais d'une filière peut-être aussi encore plus au service de ces problématiques-là, il y a aussi tout un apprentissage et un accompagnement qu'il faut qu'on booste, quoi. Bon, mais finalement, oui, c'est la parole d'un acteur de l'adaptation au changement climatique, parce que c'est ce qu'on fait avec les territoires, avec la trentaine d'opérations qui sont en cours partout sur le littoral régional. Un acteur de la transition qui ne pourra pas se muer en acteur du numérique, qui a besoin de ses compétences et qui va les chercher dans le cadre d'une convention avec ADI, par exemple, dans le cadre d'une convention avec le GIP ATGRI. Je ne donnerai pas de détails sur son fonctionnement, mais voilà, qui est une structure ressources extrêmement importante pour nous, dans le cadre de nos relations avec les acteurs de la sphère publique et du monde du privé, du consulting, qui nous permettent d'opérer cette mue. C'est parfait, ça me permet de faire un point et une annonce. Moi, je vais faire comme Éloi, je vais me tourner aussi vers la caméra, qui est d'annoncer qu'on sera présent à Novac, qui est un grand événement, un grand festival de l'innovation monté par la région Nouvelle-Aquitaine sur la fin de la première semaine d'avril, si je ne dis pas de bêtises, qui se tiendra à La Rochelle, et on travaillera notamment sur un lab de Novac autour du comment on peut repenser un peu le modèle socio-économique, on va dire, de la plage, et quel rôle le numérique peut avoir dans la création de nouveaux services. Donc ce sera un point où on va pouvoir continuer à travailler, et avec des points du territoire aussi, qui ne sont pas qu'en effet les plages de Gironde, mais aussi La Rochelle et le Pays Basque peut-être plus tard. Avec grand plaisir. En fait, on animera un atelier justement sur la plage du futur. Il y aura aussi un atelier sur l'adaptation au changement climatique du littoral. Donc voilà, on sera très présents sur Novac, nous GIP Littoral. On est ravis d'être associés à cet événement. Eh bien nous aussi. Merci beaucoup Nicolas d'avoir été le dernier intervenant de cette journée. Merci Antoine. Avec merci ces irréductibles. Merci Nicolas. Antoine, le tout dernier mot, nous allons retrouver Vincent Courbolet qui va nous retrouver. Juste pour le dernier mot de cette émission. Alors c'est un mot assez rapide. Vincent était le grand observateur de l'émission. Il a pris plein de notes. Ah, elles sont là, voilà. Elles sont sur son condensé de métaux rares que l'on tient dans la poche. Ouais. Vincent, un mot sur tout ce qui a pu être dit, mais on peut peut-être se mettre assis. Ok. Donc en mots, j'en ai plusieurs. Désolé, je vais essayer d'aller vite. J'ai noté qu'effectivement, c'était pas si simple que ça. Il y avait plein d'actions, plein d'intérêts. Mais j'ai noté trois axes majeurs. Déjà, l'importance des lois et des territoires à prendre à bras le corps. Donc, par exemple, aujourd'hui, on va vers un indice de réparabilité, voire un indice de durabilité. On a aussi des politiques qui prennent à bras le corps la problématique, et l'exemple de Neoterra en est un des très très bons exemples. Donc, l'importance des lois et des territoires.
Et puis l'importance aussi de la recherche et de l'innovation. Donc on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on est vraiment aux prémices de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle a un énorme impact environnemental. Hein. Donc peut-être que les recherches aujourd'hui doivent se tourner vers une intelligence artificielle toujours aussi efficiente, plus frugale peut-être, où on n'a pas besoin finalement d'avoir des centaines de millions de données, mais une intelligence artificielle plus frugale et plus efficiente. Et puis donc l'intérêt de la recherche publique. Et puis un dernier point, toujours pareil, c'est celui qui est souvent qui est peu considéré, c'est celui que, quand on propose un service numérique, très tôt, d'envisager le coût global, l'analyse du cycle de vie global du service numérique. Développer un service numérique utile, c'est super, on en a eu des exemples absolument vraiment inspirants, mais quand on développe un service, il faut bien réfléchir au coût de ce service. Où est-ce que je place mes données? Est-ce que je les place dans un green data center? Est-ce que je peux les mettre en local? Est-ce que je les déporte? Combien de données je fais transiter? Est-ce que j'ai besoin de flux vidéo ou pas? Donc il y a vraiment toute cette notion d'analyse de cycle de vie du service. Il ne faudrait pas qu'un service numérique qui permette de gagner 10 finalement coûte 20. Donc la notion d'analyse de cycle de vie d'un service numérique est aussi très importante. Et puis, comme tout, une donnée, ça naît, ça vit, mais il faut aussi à un moment donné penser à la faire mourir, parce que ça évite, voilà, une donnée, ça doit naître, vivre et mourir. Voilà. Donc avec le principe d'archivage... D'archivage numérique à vraiment développer, ouais. Voilà, j'ai essayé de faire simple. C'était parfait, c'était une super conclusion. Antoine, un dernier mot? Super, mais non, je remercie Vincent d'être venu. J'espère qu'on se recroisera en effet sur de plein de sujets liés à ça. On nous en fait la demande, hein, d'ailleurs, de commencer à travailler dessus, donc c'est très bien. Merci beaucoup, merci à tous nos intervenants sur cette table. Je pense qu'en effet, elle avait une posture aussi, cette table, qui était particulière, et ça nous tenait vraiment à cœur cette année d'évoquer ce sujet, et puis de l'animer avec toi, avec les rendez-vous du futur, ou si j'ai bien compris, il y a d'autres dates prochainement, peut-être. Ah oui, il y a plein de dates. Alors j'ai une expression, prenez vos cahiers de texte, on a l'habitude. Le 7 avril, Sébastien Boller, neuroscientifique Sébastien Boller. On a la romancière Valérie Tonkiong le 9 avril. Le 5 mai, on a Bruno Patino. On a le 19 mai, Albert Moukébé. Formidable. On a l'astrophysicienne Marilène Patoumatis, anthropologue, pardon, Marilène Patoumatis. On a également Marc Luix, ça c'est jusqu'en juin. Et puis je parlais d'Hervé Le Treut, ça c'est à partir de septembre. Gros programme, bref, en gros, il ne me reste plus qu'à vous dire, suivons-nous sur les réseaux, suivez nos invités. Merci à tous. Merci beaucoup Antoine pour la confiance que tu nous as accordée, nous les rendez-vous du futur. Et on était très contents d'être ici au Palais des Congrès pendant ma Transfonum. À très vite, à tout bientôt, à tout de suite.